Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce samedi 20 septembre. Le Front Al-Nosra diffuse une vidéo de l'exécution du soldat libanais Mohamed Hamiyeh, détenu depuis les combats de Al-Sail. Il s'agit du 3e militaire exécuté par les djihadistes. Tamam Salam convoque une réunion sécuritaire à 17 h. Le Premier ministre appelle à la solidarité des Libanais face au terrorisme et à préserver la dignité du Liban. Un drone israélien s'écrase au sud Liban à proximité de la ligne bleue, ligne de démarcation entre les deux pays. L'État hébreu ouvre une enquête et avance la thèse de l'incident technique. Et à suivre également dans cette édition, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à soutenir le gouvernement irakien dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique, alors que Washington affirme que l'Iran a un rôle à jouer dans la coalition internationale. Le Front Al-Nosra a diffusé ce samedi une vidéo montrant l'exécution du soldat libanais Mohamed Hamiyeh qu'il détient depuis les combats de Al-Sail début août. Il s'agit du 3e soldat libanais exécuté par les djihadistes. Sur la vidéo, on voit également le soldat Halil Bazal qui exhorte sa famille à agir, sinon il sera le prochain à être exécuté. Une trentaine de militaires de l'armée et des forces de sécurité intérieure sont toujours aux mains du Front Al-Nosra et de l'organisation de l'État islamique. Les djihadistes menacent de poursuivre leurs exécutions si leurs demandes ne sont pas respectées. Ils exigent notamment la libération de détenus islamistes et le retrait des combattants du Hezbollah de Syrie. Tamam Salam a convoqué une réunion sécuritaire d'urgence à 17 h à l'issue d'une rencontre avec le chef du Parlement, Nabil Berri, à Hanetine. Le Premier ministre a souligné l'importance de la solidarité des Libanais face au terrorisme. Il estime que le pays ne peut faire ni concession ni compromis aux dépens de l'héroïsme de l'armée libanaise et de la dignité du pays. Salam a assuré que le gouvernement, les partis politiques et l'armée, ainsi que les parents des militaires otages, sont tous d'accord sur l'importance de préserver la dignité du pays. Les 2 soldats tués hier près de Al-Sail vont être enterrés cet après-midi. Mohamed Daher et Halil Kharat ont été tués lorsque leur camion a sauté sur une charge explosive de 10 kg placée au bord de la route reliant Massiada et Wadi Ahmayed. 3 autres soldats ont également été blessés. L'armée a annoncé avoir poursuivi cette nuit ses bombardements contre des positions djihadistes dans la région de Al-Sail, tuant plusieurs d'entre eux. L'institution militaire va poursuivre ses opérations sur le terrain, quelle que soit l'ampleur des sacrifices. Walid Jumblat appelle à assurer une protection politique à l'armée libanaise. Lors d'une tournée dans la région de Hasbaya au Mont-Liban, le leader druze a accusé certains médias de s'attaquer à l'armée alors qu'elle a au contraire besoin d'être défendue. Il dit avoir peur pour le Liban car selon lui, la guerre contre le terrorisme n'est qu'à ses débuts. Jumblat estime que seul le peuple libanais peut protéger son pays à travers le dialogue et la justice. Le gouvernement a tenu sa promesse. Conformément à la décision du Conseil d'État, il a remis aux familles des disparus et détenus libanais une copie du rapport de la Commission nationale chargée en 2000 par Salim Hoss, alors Premier ministre, d'enquêter sur le sort de leurs proches. Les familles des disparus avaient entamé jeudi dernier un nouveau mouvement de protestation ouvert jusqu'à ce que le gouvernement leur remette ce rapport. Je vous l'annonçais en titre, un drone israélien s'est écrasé au Liban à proximité de la ligne bleue, la ligne de démarcation avec l'État hébreu. Une information confirmée par l'armée israélienne qui a ouvert une enquête et avance la thèse de l'incident technique. L'armée libanaise a transporté le drone vers une caserne à Marjayoun. Cet incident n'est pas le premier du genre. En février, un drone israélien s'était écrasé sur la ligne bleue. Des soldats israéliens s'étaient alors rendus dans le secteur pour récupérer les pièces de l'appareil. L'aviation israélienne viole régulièrement l'espace aérien libanais et Beyrouth a porté plainte auprès de l'ONU à plusieurs reprises. La ligne bleue a été tracée le 7 juin 2000 par l'ONU après le retrait israélien du sud du Liban le 25 mai, mettant ainsi fin à 22 ans d'occupation. Et puis on reste au sud Liban où le nouveau contingent français de la FINUL s'installe à Der Kifa pour relever le mandat 21 de l'opération Daman et poursuivre ainsi la mission des forces françaises au Liban. Le général Luciano Portolano, chef d'état-major de la FINUL, a présidé la cérémonie de passation de commandement entre le colonel Emmanuel Charpy et le colonel Benoît Aumonier. Au cours des 6 derniers mois, les 900 soldats du mandat Daman 21 ont mené près de 600 patrouilles avec l'armée libanaise dans l'ensemble de la zone d'opération de la FINUL. Le contingent français a également participé à la formation de quelques 400 militaires libanais
au cours d'entraînements conjoints. Une douzaine de projets ont aussi été réalisés auprès des municipalités du Sud-Liban, tels que l'installation de purificateurs d'eau, le don de médicaments ou encore la promotion de la francophonie. Je vous propose d'écouter le colonel Aumonier qui prend la tête de l'opération Daman 22 et de ses 850 soldats. La Force Commander Reserve, la FCR, est le bataillon français de la Force intermédiaire des Nations Unies au Liban, de la FINUL. Et à ce titre, nous participons à la mission de la FINUL, qui est la mission de stabilité, de paix au Sud-Liban. Alors, point particulier, nous avons 3 axes d'effort. Tout d'abord, la FCR est un bataillon particulier au sein de la FINUL, puisque nous n'avons pas de responsabilité de secteur, comme les autres bataillons, mais nous sommes en réserve au profit de toutes les autres unités de la FINUL, et nous pouvons intervenir sur l'ensemble du Sud-Liban, du Sud-Litanie, au profit des autres contingents de la FINUL. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que nous travaillons beaucoup avec l'armée libanaise, nous collaborons beaucoup avec l'armée libanaise, nous menons des entraînements en commun, notamment du tir, et nous menons aussi beaucoup d'actions de formation en commun, et nos soldats apprécient vraiment de travailler avec les soldats libanais, qui sont vraiment des frères d'armes. Le troisième point, notre axe d'effort, est le soutien aux populations locales. Donc nous avons des projets de développement et nous insistons aussi beaucoup sur des projets de francophonie, liés à la francophonie auprès des écoles. Voilà un peu pour résumer les 3 points principaux de ma mission. Alors on présente souvent le Liban, le Sud-Liban notamment, comme une zone tendue. Pourtant vous êtes là en tant que casque bleu, donc une force de maintien de la paix. Comment est-ce qu'on se prépare en amont pour une telle mission ? Tout soldat se prépare à la mission selon 2 grands axes. Le premier est, j'allais dire, l'entraînement générique, c'est-à-dire le métier de soldat, les savoir-faire élémentaires, quel que soit le niveau de responsabilité du simple soldat au chef. Et après, il y a un entraînement spécifique qui est lié au théâtre sur lequel nous allons intervenir, avec des règles d'engagement qui sont liées à la mission particulière, etc. Et c'est ce que nous avons réalisé en France. Donc mon régiment s'entraîne, mes unités s'entraînent au quotidien sur la mission générique du soldat. Et pour venir au Liban, nous avons eu 3 à 4 mois d'entraînement très spécifiques liés au contexte effectivement du Sud-Liban. Et qu'est-ce que vous leur dites à vos hommes aujourd'hui en ce début de mission ? Alors, je leur dis 3 choses qui sont un peu les attentes que j'ai vis-à-vis de la mission. Le premier, c'est l'opportunité que nous avons de découvrir le Liban. La France et le Liban sont liés par une très très vieille amitié. Et donc comme Français, c'est toujours une opportunité exceptionnelle de pouvoir découvrir votre magnifique pays. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième est lié à nos attentes de soldats, j'allais dire. L'opération est le cœur de la vie du soldat, le cœur du métier. On s'entraîne beaucoup, on se forme pendant des mois et des mois, des années, et quand nous sommes en opération, nous réalisons vraiment le cœur de notre métier. Et pour ça, l'opération de la FINUL, qui est passionnante mais exigeante, qui est assez particulière, est très très intéressante pour un soldat. Et enfin, je pense que ce que je dis à mes soldats, c'est que leur mission ici est essentielle. Elle est essentielle pour le Liban. Elle est essentielle pour la paix au Liban. Elle est essentielle pour l'armée libanaise, qui est le principal acteur de la paix au Liban. Et elle est essentielle aussi pour les populations libanaises qui sont si accueillantes et pour lesquelles nous sommes vraiment très, très heureux d'œuvrer. Puis une dernière question, quelles sont vos attentes? Le Liban aujourd'hui est dans une zone assez chaude, au cœur d'actualité. Quelles sont vos attentes, vos craintes pour ces 6 prochains mois? Un soldat est toujours prêt à tout, par définition, et un soldat a l'habitude de travailler dans l'inconnu. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de crainte particulière. Ce que je peux constater en arrivant, c'est que dans une région effectivement qui est très perturbée, le Liban, et notamment le Sud-Liban, est actuellement, j'allais dire, un lieu de paix, de stabilité, et c'est tout l'objet de notre mission au sein de la Force des Nations Unies au Sud-Liban, c'est justement de préserver et d'œuvrer pour cette stabilité et cette paix au Liban et particulièrement au Sud-Liban. Instant, que pensent les Français du retour de Nicolas Sarkozy à la vie politique? La réponse après la pause. Retour sur le plateau de l'info du 16-40. Il faut soutenir l'Irak dans sa lutte contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Voilà en substance le contenu de la déclaration adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'une réunion à laquelle ont pris part 30 ministres et secrétaires d'État.
Selon le secrétaire d'État américain John Kerry, il y a un rôle pour presque tous les pays, y compris pour l'Iran. Cette réunion intervient alors que des avions de chasse français ont effectué hier leur première frappe contre une cible djihadiste en Irak. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a d'ailleurs déclaré que ces frappes vont continuer dans les jours qui viennent, mais sans engager de troupes au sol. Enfin, Barack Obama, dont le pays dirige la coalition internationale contre l'organisation islamiste, a signé la loi qui autorise l'armée américaine à armer et entraîner les rebelles syriens pour combattre les djihadistes. Les 49 ressortissants turcs enlevés en Irak par les djihadistes de l'EI ont été libérés et rapatriés ce matin en Turquie. Ils avaient été capturés le 11 juin lors de la prise du consulat général de Turquie de Mossoul. Parmi les ex-otages figurent des diplomates et des militaires, mais aussi des enfants. Ils ont été transférés à Şanlıurfa dans le sud de la Turquie. Le Premier ministre a écourté une visite en Azerbaïdjan pour aller à leur rencontre. Ahmet Davutoglu n'a pas donné de détails sur l'opération de libération qui a été menée, selon Ankara, par les services de renseignement turcs dans le plus grand secret. C'est sans grande surprise que Nicolas Sarkozy fait son retour dans l'arène politique française. L'ancien chef de l'État a annoncé sa candidature à la présidence de l'UMP sur son compte Facebook et sur Twitter. Dans une longue tribune, il affirme vouloir transformer de fond en comble le parti en vue de créer un vaste rassemblement dépassant les clivages traditionnels. Dans ce texte, Nicolas Sarkozy explique aussi ses motivations et les raisons pour lesquelles il sort de son silence, estimant que ce serait une forme d'abandon que de rester spectateur de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la France. Il est attendu dimanche soir dans le journal de 20h sur France 2. Et puis la semaine prochaine, plusieurs déplacements en province sont prévus. Une première étape en vue de la reconquête de l'Élysée en 2017. Réaction de la rue à Paris. Je pense que le retour de Nicolas Sarkozy peut être une bonne chose pour la France. J'espère qu'il ne fera pas les mêmes erreurs qu'il y a 5 ans. Voilà. On devait s'y attendre. C'était tellement préannoncé que c'est une évidence. Mais après, il va falloir peut-être faire un peu d'ordre dans sa famille politique. Je pense que c'est une bonne chose, juste pour dynamiser un petit peu la scène politique française, pour faire réagir peut-être le gouvernement en place qui est au plus bas dans les sondages. Un homme s'est introduit hier soir dans la Maison Blanche et a pu atteindre le portail nord de l'enceinte avant d'être capturé. Un incident qui a provoqué l'évacuation des membres du personnel et des journalistes présents. La famille Obama ne s'y trouvait pas. Elle avait embarqué quelques minutes plus tôt à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One pour se rendre à Camp David pour le week-end. Selon le Secret Service, l'homme, Omar Gonzalez, n'était pas armé. Il a été mené à l'hôpital pour une évaluation médicale. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Froid Nosra diffuse une vidéo de l'exécution du soldat libanais Mohamed Hamiyeh, détenu depuis les combats de Halsel. Il s'agit du 3e militaire exécuté par les djihadistes. Tamam Salam convoque une réunion sécuritaire d'urgence à 17h. Le Premier ministre appelle à la solidarité des Libanais face au terrorisme et à préserver la dignité du Liban. Un drone israélien s'écrase au sud-Liban à proximité de la ligne bleue, ligne de démarcation entre les deux pays. L'État hébreu ouvre une enquête et avance la thèse de l'incident technique. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à soutenir le gouvernement irakien dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique, alors que Washington affirme que l'Iran a un rôle à jouer dans la coalition internationale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Excellente soirée à toutes et à tous.